Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Avant la crise du Covid-19, 750 millions de personnes vivaient dans l'extrême pauvreté. Demain, ce chiffre pourrait s'élever à 1,2 milliard de personnes, des personnes pour la plupart sans protection sociale qui voient leurs revenus fondre avec la crise économique et sociale. Pour notre invité, cette pandémie est un ultime avertissement, un appel à changer notre modèle de développement et il compte bien faire entendre sa voix. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Alors cet invité, c'est Olivier de Schutter. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de droit international à l'Université catholique de Louvain, à Sciences Po Paris également. Et le 1er mai dernier, vous avez entamé votre mandat de rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Alors déjà, en quoi consiste finalement cette mission ? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une sorte de lanceur d'alerte ? Alors le rôle de rapporteur spécial est d'alerter effectivement les gouvernements sur leurs responsabilités par rapport aux défis qu'ils affrontent. Les gouvernements parfois préfèrent ignorer les problèmes que de les affronter, ou parfois font de la description des problèmes qu'ils ont à résoudre une description très trompeuse, de manière à ce qu'ils puissent s'orienter vers des solutions qui ont leur préférence. Mon rôle est donc de les appeler à leur devoir, de communiquer avec la communauté scientifique, les organisations de la société civile, pour faire remonter vers le gouvernement les attentes qui se développent au niveau de la société et traduire en fait en propositions politiques les attentes à la fois du monde scientifique et des mouvements sociaux. Et alors, ce mandat, vous l'endossez vraiment à une période particulière, une période critique, vraiment une période de crise. J'imagine que du coup, ça a changé aussi la perception et le travail que vous allez faire. Oui, bien sûr. Alors la crise économique et sociale qui s'annonce par la suite de la crise sanitaire va être absolument dévastatrice. Jusqu'à présent, cet impact social de la crise a été gardé sous contrôle parce que les gouvernements ont mis sur la table beaucoup d'argent pour aider les entreprises, pour développer des programmes de chômage temporaire, pour aider les indépendants à franchir le pas en retardant le paiement de cotisations sociales ou d'impôts. Mais dans quelques semaines, ces mesures qui ont généralement été programmées pour la période de confinement, ces mesures vont être suspendues et vont prendre fin. D'ailleurs, les gouvernements se sont très lourdement endettés et ne pourront probablement pas continuer de soutenir l'économie à bout de bras. Donc on va voir un très grand nombre d'entreprises qui vont tomber en faillite, un très grand nombre de travailleurs et travailleuses qui vont être licenciés de manière définitive en raison de ces faillites et malheureusement la pauvreté va progresser dans des proportions qu'on n'avait pas vu depuis de très nombreuses années. Les impacts seront bien plus importants que ce qu'on a vécu en 2009-2010 à la suite de la crise financière. Alors, c'est un drame et en même temps, c'est une opportunité parce que jamais je n'ai vu les gouvernements aussi attentifs à des messages portant sur le renforcement de la protection sociale, sur le soutien notamment aux travailleurs et travailleuses de l'économie informelle. Et il y a là une fenêtre d'opportunité qu'il faut en tout opportunisme, si vous voulez, exploiter. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce que vous avez dit sur lesquels j'aimerais revenir, mais peut-être commencer par la question de la protection sociale. Alors, on le sait, dans les personnes les plus touchées aujourd'hui par la crise, ce sont vraiment celles qui n'ont aucune protection sociale, et elles sont très nombreuses à travers le monde. J'ai l'impression que déjà en 2012, quand vous étiez rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, vous disiez déjà qu'il fallait une vraie protection sociale, que les pays devaient développer cette protection sociale. Mais alors, qu'est-ce qui bloque ? Oui, absolument. Alors, c'est un dossier extrêmement important. Aujourd'hui, on a dans le monde 55% de la population mondiale qui n'a aucune protection sociale quelconque. Et seulement 30% de la population mondiale a accès à une protection sociale suffisamment complète, du berceau, si vous voulez, à la tombe, couvrant les allocations familiales, les indemnités de chômage, une assurance maladie-invalidité, une pension de vieillesse, etc. Donc on a une très grande partie de la population qui est exclue de toute protection sociale et on a pratiquement 2/3 des travailleurs et travailleuses dans le monde qui sont dans l'économie informelle. Donc,
qui ne sont pas couverts par des régimes de sécurité sociale et qui en plus ne sont pas couverts par les mesures de court terme que les gouvernements ont prises aujourd'hui pour aider les personnes dans l'extrême pauvreté, parce que ces personnes ont un petit revenu en tant que travailleurs et travailleuses de l'économie informelle, et donc ce sont des gens qui sont aujourd'hui sans soutien, sans secours. Donc c'est très important. Et le dossier prioritaire pour moi dans les mois qui viennent, cela va être de proposer un nouveau mécanisme international de soutien aux pays en développement pour qu'ils mettent sur pied des socles de protection sociale. Proposition que j'avais faite en 2012 déjà, et qui aujourd'hui est soutenue par un nombre important de gouvernements, à commencer par le gouvernement français, qui au sein du G7 et du G20 porte ce dossier, mais porté aussi ce dossier par la Banque mondiale, l'OIT par exemple, et nous allons avoir une série de réunions en septembre, octobre, pour que ce dossier du Fonds mondial pour la protection sociale puisse enfin progresser. Vous savez, pour financer cette protection sociale, il ne faut pas des montants astronomiques. Si les pays riches donnaient une aide au développement à la hauteur de ce qu'ils ont promis, c'est-à-dire l'équivalent de 0,7% du produit intérieur brut allant à l'aide au développement, ça suffirait pour que tous les pays les moins avancés, les 57 pays les plus pauvres de la planète, puissent garantir cette protection sociale à l'ensemble de leur population. Le problème n'est pas un problème de financement, c'est un problème de volonté politique et de priorité. Alors, vous avez aussi parlé de toutes ces aides à court terme. On le sait, effectivement, tous les gouvernements ont sorti le portefeuille, ont donné des aides vraiment à très court terme. Et on a l'impression que les gouvernements de la majorité des pays manquent d'une vision à long terme. On se limite à des petites aides. On voit les aides alimentaires. On n'a jamais eu autant de files devant les distributions de colis. On est vraiment dans du court terme. Comment expliquer qu'il n'y a pas cette vision à long terme ? Écoutez, il est vrai que la crise montre, je dirais, les nombreuses failles du système de protection sociale qui a été mis sur pied dans beaucoup de pays. Je ne parle pas ici des pays riches comme la Belgique qui ont un système de protection sociale relativement bien développé, encore qu'il ne couvre pas très bien les indépendants et certainement pas les travailleurs et travailleuses de l'économie informelle. Mais beaucoup de pays ne sont pas du tout en mesure de protéger leur population. Et ils improvisent des mesures effectivement de court terme qui, en plus, supposent une capacité de la part des administrations publiques qui n'est pas toujours présente. Donc beaucoup de gens passent à côté des mailles du filet ou à travers les mailles du filet parce qu'elles ne sont pas enregistrées convenablement. Et donc, on manque effectivement de ces filets de sécurité que la protection sociale devrait donner. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de dire au gouvernement qu'il faut arrêter d'improviser. C'est un peu comme si on commençait à recruter des pompiers au moment où l'incendie se déclenche. Non, il faut avoir un corps de pompiers équipé, financé, pour intervenir dès le début de l'incendie et non pas improviser des solutions quand l'incendie a déjà pris toute son ampleur. Et c'est cela qu'on est en train de faire aujourd'hui. Oui, pour une transition juste, comme s'intitulera donc votre prochain rapport, donc une transition qui n'oublie pas le côté écologique, la justice sociale, la justice fiscale aussi. Alors, on avait, avant la crise pandémique du Covid-19, on avait face à nous une crise environnementale qui mobilisait beaucoup les gouvernements. Et en particulier au sein de l'Union européenne, on avait annoncé en décembre 2019 le Pacte vert, le Green Deal, qui était le programme phare de le nouveau modèle de croissance que la Commission européenne se proposait d'encourager, à partir de l'idée qu'il fallait d'urgence restaurer la biodiversité et lutter contre la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Tout cela risque d'être oublié au nom de la relance de l'économie à travers des plans de relance économique qui sont adoptés dans toutes les régions du monde, mais dont une petite part seulement prend en compte la dimension de transition écologique. Certains plans de relance économique, d'ailleurs, comprennent des soutiens aux énergies fossiles, aux entreprises de l'aéronautique ou du secteur de l'automobile, et donc vont à rebours, en réalité, de la transition écologique qu'il faut opérer. Et donc, mon premier rapport à l'Assemblée générale des Nations unies, qui sera présenté le 21 octobre prochain, c'est un rapport qui appelle les gouvernements à faire les deux ensemble, à la fois à opérer un verdissement de l'économie pour la transition écologique et à lutter contre la pauvreté et les inégalités. Et je tente de montrer pourquoi la transition écologique ne peut pas se concevoir sans la transition sociale et comment la transition sociale, elle peut être favorisée par des investissements massifs
dans les énergies renouvelables, dans les infrastructures de transport durable, dans la reconstruction des bâtiments et l'isolation des bâtiments, dans toute une série de secteurs de l'économie verte qui pourraient être créateurs d'emplois et en même temps favoriser l'accès aux biens et services indispensables à une vie décente pour les ménages les plus défavorisés. Alors, quand on vous entend, et vous n'êtes pas le seul à le dire, on a l'impression qu'effectivement, on a un momentum, un moment où si on doit faire changer les choses, c'est le moment ou jamais. Beaucoup l'ont appelé de leur vœu déjà pendant le confinement et après. Et pourtant, là, on a quand même le sentiment que ça ne va pas dans ce sens-là, qu'on est plutôt, on va favoriser la croissance économique à tout prix. Les pistes que vous proposez n'ont pas l'air d'être celles qui ressortent le plus aujourd'hui, en tout cas. Il est difficile de se débarrasser d'habitudes de pensée acquises depuis très longtemps. Pendant 50 ans, nous avons pensé que tous les problèmes de la société, en particulier la justice sociale et la transition écologique, pouvaient être résolus par la croissance de la richesse. Et la croissance était la condition de possibilité à la fois de politique environnementale et de politique sociale redistribuant ces richesses. Le compromis fordiste, tel qu'on l'a appelé, qui a dominé les politiques économiques et sociales des États riches depuis les années 60, consistait à dire on va augmenter les richesses créées, un tiers va aller aux entreprises, aux actionnaires, un tiers va aller à l'État sous forme d'impôts et un tiers, enfin, va aller aux allocataires sociaux et aux travailleurs sous forme de salaires et de cotisations sociales. Et ce compromis fordiste supposait donc une croissance économique soutenue pour pouvoir, en réalité, financer les politiques sociales et environnementales. Et ce modèle ne fonctionne plus. Non seulement parce qu'on ne peut plus rêver aujourd'hui à la croissance des années 50 et 60, elle est inatteignable, et quand bien même serait-elle atteignable, elle n'est pas souhaitable, parce qu'on ne peut pas concevoir une croissance économique qui n'ait pas des impacts sur l'environnement, la réduction de la biodiversité et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc concevoir un modèle de développement économique sans croissance, un modèle de développement post-croissance. Et là, l'accent doit être mis sur la redistribution des richesses, sur des politiques qui favorisent l'égalité, l'inclusion et une économie qui, au lieu de compenser les dommages causés par le marché, intègre la question de la durabilité aussi bien écologique que sociale, dans la manière même dont elle fonctionne. Il faut donc réformer la façon dont on produit la richesse, la façon dont on développe l'économie pour intégrer ce paramètre. Alors, vous disiez, vous étiez un peu en porte-parole de solutions émergentes, de solutions qui venaient directement de la population touchée, parce que finalement, la population touchée par l'extrême pauvreté, par exemple, était la première experte de cette pauvreté, et qu'il fallait vraiment impliquer ces personnes dans le processus de décision. Alors, en quoi, finalement, peut-être les propositions que vous faites aujourd'hui, en quoi est-ce que certaines viennent peut-être de cette population? Est-ce qu'il y a certaines régions du monde où on sent qu'il y a des mouvements citoyens qui se développent et qui proposent des choses très concrètes? Alors, c'est vrai qu'il y a un cercle vicieux entre, si vous voulez, l'exclusion économique, la marginalisation économique, et d'autre part, l'absence de pouvoir politique. Les personnes en pauvreté ne sont pas des personnes qui parviennent à se faire entendre dans la prise de décision politique parce qu'elles n'ont pas les moyens d'exercer sur les décideurs la même influence que les grandes entreprises, par exemple. Et donc, il y a une absence d'écoute de la part de ces personnes, ou plutôt dont ces personnes sont victimes. Et je crois pourtant profondément qu'en les écoutant, en les intégrant à la prise de décision, on peut comprendre beaucoup mieux quels sont les obstacles à la sortie de la pauvreté qu'elles ressentent et comment les aider à franchir ces obstacles. Je prends un exemple très concret, c'est la question du non-recours aux droits. Vous savez qu'on a toute une série d'allocations sociales, qu'il s'agisse des allocations chômage, des allocations maladie-invalidité, des allocations familiales, etc., qui bénéficient à la classe moyenne, et c'est évidemment une bonne chose, mais dont les personnes en grande pauvreté ne parviennent pas à bénéficier, parce qu'il faut remplir des formulaires complexes, parce qu'il faut une adresse, parce qu'il faut des documents administratifs qui prouvent son état d'indigence, parce qu'on n'est pas bien informé quant aux droits qu'on peut exercer, etc. Et donc, il y a 20-30% peut-être du montant total des allocations sociales qui sont destinées à aider les gens à sortir de la pauvreté,
qui en fait ne touchent pas les gens, dont ces personnes même qu'il faudrait aider sont exclues. Et donc en comprenant les obstacles très concrets que ces personnes ressentent, par exemple la méfiance à l'égard des services sociaux, l'exclusion numérique ou l'impossibilité pour ces personnes d'être bien informées quant aux voies de recours si on leur refuse l'accès à telle ou telle allocation, en écoutant ces personnes, on peut comprendre beaucoup mieux les raisons de ce non-recours au droit et donc les aider de manière beaucoup plus efficace. Et donc dans mon mandat, je vais chercher à systématiquement associer ces personnes à la recherche de solutions et ce sont des personnes souvent très inventives qui par exemple, parce qu'elles ne peuvent pas se permettre le luxe d'acheter chaque fois le dernier appareil qui est sorti ou de racheter chaque fois des choses neuves, sont des spécialistes de l'économie circulaire et de la réparation des objets usagés. Et donc, en donnant une chance à ces innovations sociales dont les personnes en pauvreté sont porteuses, je crois qu'on se donne beaucoup plus de chances de réussir la lutte contre la pauvreté à partir de ces inventions dont ces personnes sont les auteurs. Alors restons peut-être dans le concret. Je le disais en introduction que on s'attend à une augmentation du nombre de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté. Alors on parle déjà d'extrême pauvreté. Peut-être qu'est-ce que ça signifie finalement l'extrême pauvreté ? Alors écoutez, il y aura plusieurs approches de cette notion et un des enjeux de mon mandat est de rappeler au gouvernement ce que c'est que l'extrême pauvreté. Il y a une définition administrative qui est franchement peu utile et pratiquement ridicule, qui est celle de la Banque mondiale, qui dit « l'extrême pauvreté, c'est la situation de la personne dont le revenu par jour est en dessous de 1,90 $ par jour et par personne pour ce que ce montant pouvait apporter en 2011 aux États-Unis. » Et donc, on utilise un système de parité de pouvoir d'achat pour traduire ce que cela signifie. Et ça signifie, par exemple, qu'une personne dans l'extrême pauvreté aujourd'hui au Portugal est une personne qui a moins de 1,41 € par jour. C'est absolument dérisoire. Et si le Portugal se fixe pour objectif de s'assurer que toute personne est au moins 1,41 € par jour, évidemment, le combat contre l'extrême pauvreté est gagné dans beaucoup de régions. Mais ce n'est pas une mesure très utile parce que nous savons, vous et moi, que vivre avec 1,41 € par jour au Portugal, c'est vraiment impossible. Se loger, s'alimenter, se chauffer, etc. Donc, il faut une autre définition de l'extrême pauvreté. Et l'extrême pauvreté qui est ressentie aussi bien en Ouganda qu'en Norvège, quand on interroge les personnes en grande pauvreté, c'est une définition qui n'est pas seulement quantitative, qui ne tient pas au niveau de revenu, qui ne tient même pas à la quantité de biens et services qu'on peut acquérir. C'est une perception de la pauvreté qui consiste à se voir comme marginalisé par rapport au reste de la société. Parce que ce que la grande masse des gens peuvent se permettre, les personnes en grande pauvreté ne peuvent pas se le permettre. Par exemple, d'envoyer l'enfant en voyage scolaire ou d'avoir accès à une mobilité à un prix abordable ou encore de pouvoir consacrer une petite partie de ses revenus à la culture. Donc, toute une série de privations qui ne sont pas nécessairement des privations seulement matérielles, mais qui, au fond, implique une désaffiliation de ces personnes en pauvreté par rapport au niveau de vie moyen. C'est la raison pour laquelle il faut définir la pauvreté en termes non pas absolus, mais en termes relatifs. Doit être considérée comme pauvre la personne dont les revenus sont très en deçà du revenu médian et que la question de l'exclusion sociale, de la désaffiliation sociale doit faire partie de la définition de la pauvreté qui n'est pas une question seulement quantitative. Et pour revenir à la crise actuelle, à la crise du Covid ou de la Covid-19, comme on dit, ces personnes dans l'extrême pauvreté sont souvent les plus touchées pour différentes raisons. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques raisons phares du fait qu'elles ont été les plus touchées ? Alors, toutes les études disponibles sur la propagation du virus montrent un impact disproportionné envers les personnes en pauvreté, les ménages les plus précaires et les minorités ethniques avec un très fort regroupement dans plusieurs pays entre ces deux catégories. Pourquoi ? D'abord parce que ces personnes habitent des logements qui sont petits, qui ne permettent pas de rester confinés dans des conditions psychologiquement acceptables. Et donc, il est beaucoup plus difficile pour ces personnes de respecter les règles de confinement, notamment quand on est fragile et qu'il vaut mieux rester chez soi. C'est difficile quand on habite un petit appartement sans accès à un jardin, par exemple.
En outre, dans beaucoup de pays, les personnes en grande pauvreté n'ont pas accès à l'eau courante, ne peuvent pas respecter les règles consistant à se laver régulièrement les mains au savon, etc. Troisièmement, ce sont souvent des personnes qui pratiquent des travaux manuels, qui ne peuvent pas pratiquer le télétravail. Et donc ces personnes sont obligées soit de courir le risque de se faire infecter en allant travailler, soit de rester chez soi, mais alors d'être privées de leurs revenus. Et elles ne peuvent pas, évidemment, se priver de ce revenu puisqu'elles n'ont aucun matelas financier qui leur permette d'attendre la fin de la crise. Et donc, ce sont des personnes qui sont effectivement plus exposées que d'autres et qui, de manière tout à fait disproportionnée, ont été infectées et ont subi les conséquences de la crise aujourd'hui. Et si on parle de souveraineté alimentaire, de droit à l'alimentation, on sait que les récoltes ont été plutôt bonnes cette année, mais que le Covid a aussi bloqué certaines exportations. Là aussi, ça va avoir un impact sur toute une série d'agriculteurs dans des régions du monde, l'Afrique par exemple. Oui, alors l'impact de la crise sur les systèmes alimentaires est très paradoxal parce que la prise de conscience qui s'est opérée, c'est que nos systèmes alimentaires sont devenus très très dépendants des échanges internationaux et que lorsque les frontières se ferment, c'est une source de fragilité que cette spécialisation fondée sur l'échange international. C'est évidemment vrai des chaînes mondiales d'approvisionnement qui parfois ont été menacées de rupture en raison de la fermeture de certains ports ou du ralentissement du trafic routier. Mais surtout, cette dépendance s'est avérée à l'égard des travailleurs saisonniers agricoles. Dans des pays comme l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, mais aussi en Belgique, surtout en Flandre, on est très dépendant pour les récoltes de l'apport de milliers de travailleurs agricoles venus en Belgique, de Pologne, d'Ukraine, de Bulgarie, de Roumanie. Et ces travailleurs, à un moment donné, n'ont pas pu franchir les frontières internationales. Et les agriculteurs et agricultrices qui dépendaient de cette main-d'œuvre relativement peu chère et qui avaient l'habitude de passer 2-3 mois par an en Belgique, ces agriculteurs et agricultrices se sont trouvés sans solution. Même si on a improvisé des mesures en France, en Belgique par exemple, de mise au travail dans les exploitations agricoles, dans les fermes d'urbains qui ont dû être formés sur le tas à accueillir des fraises ou des asperges, on a dû improviser des solutions. Et donc aujourd'hui, il y a une très forte tendance à aller vers la relocalisation des systèmes agroalimentaires. L'alimentation, comme la santé, est considérée comme un bien stratégique et qui doit inciter les gouvernements à réinvestir dans les chaînes courtes, dans la production locale, pour au fond que l'on produise davantage de ce que l'on consomme et pour que l'on consomme davantage de ce que l'on produit. Aujourd'hui, pour donner simplement un exemple, 66% des céréales panifiables en Belgique sont importées de l'étranger. Nous ne produisons pas les céréales dont nous dépendons pour la fabrication de notre pain. 3/4 des fruits que nous consommons sont des fruits que nous importons de l'étranger, notamment d'Espagne. Et donc, c'est une situation dont la crise a montré la fragilité. Et ça, vous le pointiez déjà il y a quelque temps, et aussi dans un rapport qui a été publié, je pense, au mois de juin. Donc, vous êtes coprésident, par ailleurs, vous êtes coprésident du panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables. Et donc, dans le rapport qui avait été publié par ce panel d'experts, vous disiez qu'aujourd'hui, on subsidiait trop l'agriculture intensive, productiviste, notamment en Afrique, et qu'il fallait repenser ces subsides et plus investir dans l'agroécologie. Et donc, j'imagine que quand vous parlez de relocaliser aussi notre production alimentaire, l'agroécologie et ce que vous promouvez aussi en Afrique, c'est un peu ça. Ça veut dire que c'est repenser la manière dont on envisage l'agriculture ici, mais aussi dans des pays du Sud. Oui, alors il y a un grand débat évidemment sur la manière dont on doit encourager le développement de l'agriculture, notamment en Afrique, qui a pendant des années subi un sous-investissement dans le développement agricole par rapport à d'autres régions du monde. Et la tendance dominante aujourd'hui est de reproduire le modèle dit de la révolution verte. Et la révolution verte, c'est quoi? C'est une manière de produire en agriculture qui repose sur une irrigation de masse, sur l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides, sur une mécanisation très forte, l'utilisation de tracteurs, et enfin sur des variétés, des semences industriellement fabriquées qui sont des semences dites à haut rendement.
on appelle ça aussi des semences hybrides qui sont entre les mains de grandes firmes semencières. Malheureusement, ce modèle de la Révolution verte, bien qu'il ait pu augmenter la production dans certaines régions, a des conséquences environnementales très problématiques en encourageant les grandes monocultures qui opèrent au détriment de la santé des sols. Et malheureusement, ce modèle de la Révolution verte ne bénéficie pas aux plus petits agriculteurs et agricultrices qui travaillent dans les zones les plus difficiles, dans les zones les plus reculées, qui ont des petits lopins de terre à cultiver, parce que ces paysans, ces petits fermiers ou fermières n'ont pas le capital qui leur permet d'acheter ces intrants, d'acheter ce tracteur, d'agrandir leurs terres pour faire des économies d'échelle, et donc sont perdants dans ce type de révolution. Et donc l'agroécologie, qui est une manière de pratiquer l'agriculture avec moins d'intrants, avec une diversification des cultures qui permet de se passer de pesticides et d'engrais azotés, qui permet de produire une très grande diversité de choses dans la parcelle pour le bien-être de sa communauté, de sa famille que l'on nourrit à travers ces productions, c'est un modèle qui est extrêmement intéressant à explorer, d'autant plus qu'il permet de détacher la production agricole des énergies fossiles. Et c'est extrêmement important d'opérer progressivement cette dissociation, parce que sinon, cette dépendance de la production de notre alimentation sur le pétrole et le gaz va être insoutenable à moyen terme. Et donc, avec beaucoup d'autres, nous promouvons l'agroécologie et nous pensons que l'on doit investir bien davantage dans les transferts de connaissances qui vont permettre aux techniques agroécologiques de progresser rapidement, notamment en Afrique. Oui, donc ça veut dire que l'agroécologie, justement, c'est pas que pour l'Afrique non plus, c'est pour l'ensemble de... Enfin, les pays développés, les pays riches ont tout intérêt aussi à investir dans l'agroécologie. Bien sûr. Alors la Commission européenne a annoncé une nouvelle stratégie alimentaire, de la ferme à la fourchette, From Farm to Fork, le 20 mai 2020, et elle a annoncé dans cette stratégie alimentaire que beaucoup d'organisations appelaient de leur vœu, un soutien plus grand à l'agroécologie. Mais la transition va être très difficile à opérer chez nous, à la fois parce que la structure du financement de l'agriculture à travers la politique agricole commune essentiellement favorise les grandes exploitations agricoles en encourageant par conséquent les économies d'échelle, les grandes fermes, plutôt que les petites exploitations dites familiales qui sont les mieux outillées pour pratiquer l'agroécologie. Et c'est quand même des montants très considérables qui sont en jeu. On ne peut pas du jour au lendemain retirer cet argent aux agriculteurs et aux agricultrices. Et deuxièmement, parce que l'agroécologie est plus intense en main-d'œuvre, elle est très économe en intrants, mais elle est exigeante en travail. Et aujourd'hui, le travail coûte cher. Et donc, la question se pose de la viabilité économique de l'agroécologie si on ne crée pas pour elle des débouchés spécifiques, des marchés spécifiques, et si au fond, on ne la récompense pas aussi bien qu'on a récompensé l'agriculture industrielle conventionnelle par le passé. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais je voulais vous faire réagir à une citation d'Olivia Venet, donc Olivia Venet, présidente de la Ligue des droits humains, qui déclarait dans un entretien récent au VIF « La pandémie est un moment démocratique raté ». Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça et surtout, est-ce que vous êtes aussi pessimiste qu'elle à prime abord, de prime abord? Alors, je respecte beaucoup Olivia Venet et le travail de la Ligue des droits humains, bien entendu. Je crois qu'elle a évidemment raison de dire qu'on n'a pas eu l'occasion de débattre démocratiquement de la réaction collective à la crise pandémique. En même temps, je note ceci, c'est que, jamais on a vu autant de personnes se mobiliser pour penser l'après-Covid-19. Et il y a un appétit de changement qui est absolument inédit, en partie parce que nos réactions à la crise de 2008-2010, la grande crise financière, ont laissé des traces. Les gens ne veulent pas qu'on commette à nouveau les erreurs d'avant. Et deuxièmement, je constate que pour la première fois, on a mis en avant la santé des hommes et des femmes, la santé des populations, qu'il a emporté sur le souci de la croissance économique et de sauver la course économique normale. Et c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire que nos gouvernements aient bouleversé cet ordre des priorités. Et donc pour moi, cela peut encore être un grand moment démocratique si l'après-crise
est débattue collectivement et si nous saisissons de l'opportunité qui nous est donnée de définir un autre plan de route pour les 10 ou 15 années qui viennent sur base des enseignements que nous avons tirés de la réponse à la crise précédente d'il y a 10 ans. Et je crois que c'est maintenant vraiment que les choses se jouent. La réaction immédiate à la crise pandémique, c'était un moment raté du point de vue démocratique. Olivier Venet a raison de le dire, mais maintenant vient la question du type de relance économique que l'on veut, et ici, on peut faire mieux. En tout cas, je pense qu'on peut compter sur vous pour défendre ce point de vue-là auprès des instances internationales. Donc, Olivier De Sutter, je rappelle que vous êtes donc professeur à l'Université catholique de Louvain et à Sciences Po Paris, et que vous êtes donc rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Et donc, on attend avec impatience ce rapport que vous présenterez donc le 21 octobre, c'est ça, aux Nations Unies. Merci beaucoup pour cet entretien très riche et merci à vous de nous avoir suivis. Une très belle soirée à tous sur La Première.